Bonjour et bienvenue dans ce rendez-vous renouvelé où nous abordons certains aspects du droit commercial marocain. Lors des deux vidéos précédentes, nous avons parlé du fonds de commerce, les éléments du fonds de commerce, puis de la nature juridique du fonds de commerce. Aujourd'hui, on va parler de la protection du fonds de commerce. Et la protection du fonds de commerce, sur le plan pratique, consiste à assurer la permanence des éléments auxquels la clientèle est liée. D'une manière générale, cette protection peut être assurée de deux manières. Tout d'abord par l'action en concurrence déloyale contre les manœuvres déloyales émanant des concurrents. En second lieu, par l'institution d'un droit de renouvellement du bail au profit du locataire. Alors, qu'en est-il du premier aspect de la protection contre la concurrence déloyale? Dans un système libéral, en règle générale, la concurrence doit pouvoir s'exercer de manière libre. Toutefois, dans le jeu de la séduction commerciale, tous les procédés ne sont pas permis. Il en est ainsi des pratiques contraires à l'honnêteté professionnelle que la jurisprudence condamne sous le nom de concurrence déloyale. Dans son article 10, la Convention de Paris qualifie de déloyal tout acte de concurrence contraire aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale. De manière générale, la concurrence déloyale peut être définie comme étant le fait d'un commerçant qui, de mauvaise foi, détourne ou tente de détourner la clientèle, nuit ou tente de nuire aux intérêts d'un concurrent par des moyens contraires aux lois, aux usages et à l'honnêteté professionnelle. La doctrine distingue généralement entre la concurrence déloyale et la concurrence interdite. La première suppose que la concurrence est libre et consiste en l'emploi d'un procédé irrégulier. La seconde est faite au mépris d'une stipulation légale ou conventionnelle. Ici, c'est la concurrence elle-même qui est illicite, même si le procédé utilisé est loyal et régulier. Au Maroc, et en l'absence de fondements spécifiques, c'est à partir des articles 84, 77 et 78 du DOC, le Daïr formant Code des obligations et contrats, l'équivalent du Code civil, que la jurisprudence marocaine a édifié une théorie générale de la concurrence déloyale, dont il faut étudier tout d'abord les conditions d'exercice, puis ensuite les sanctions. Alors, quelles sont les conditions d'exercice de l'action en concurrence déloyale? Comme je l'ai dit, l'action en concurrence déloyale s'inspire des principes généraux de la responsabilité civile délictuelle et exige pour sa mise en œuvre la réunion des trois conditions traditionnelles: la faute, le dommage et le lien de causalité. Alors, qu'en est-il de la faute? L'article 84 du DOC prévoit certains cas de concurrence déloyale. L'énumération qu'il donne est bien entendu simplement énonciative. Et les juges pourront toujours apprécier souverainement si les faits à eux soumis constituent une concurrence déloyale. On aboutit en définitive, comme en matière de responsabilité délictuelle en général, à retenir une appréciation abstraite de la faute commerciale. Cette démarche est d'autant plus aisée que l'article 84 du DOC n'est qu'une application
particulière de la responsabilité civile. La référence faite par la jurisprudence aux articles 77 et 78 est donc ici justifiée. De manière générale, la faute doit consister soit dans une négligence ou une imprudence, soit dans un acte intentionnel. Toutefois, une certaine jurisprudence n'hésite pas à exiger la preuve d'une faute intentionnelle. Cette conception est, à un autre sens, trop restrictive par rapport à la notion générale de la faute et protège mal les intérêts du commerçant. D'où notre soutien à une jurisprudence presque constante au Maroc qui sanctionne comme fautif des comportements non intentionnels. Deuxième élément, le dommage. Le dommage se traduit généralement par la perte de clientèle. Son évaluation est donc difficile à prouver et plus encore à chiffrer. C'est la raison pour laquelle les tribunaux se contentent souvent d'une simple possibilité de préjudice du moment que son existence est certaine. Cet élargissement des conditions de la responsabilité civile s'explique par le fait que l'action en concurrence déloyale a pour objet non seulement de réparer le dommage déjà causé, mais également et surtout de faire cesser pour l'avenir l'emploi des procédés déloyaux. Or, de ce second point de vue, il suffit que le préjudice soit vraisemblable. Troisième condition, le lien de causalité. La perte de clientèle doit être la conséquence de l'acte de concurrence déloyale, mais il faut admettre que le lien de causalité est ici difficile à apprécier. En effet, la perte de la clientèle peut avoir des causes autres que les actes déloyaux de concurrence. Nous pensons par conséquence que la preuve d'une relation de causalité entre faute et préjudice doit être reléguée en matière de concurrence déloyale au second plan. D'ailleurs, les tribunaux n'hésitent pas à faire preuve de beaucoup de souplesse en admettant l'existence du lien de causalité entre la faute et le préjudice une fois que la faute est prouvée. C'est une tendance générale. Quelles sont les sanctions? Quelles sont les sanctions de la concurrence déloyale? Le commerçant victime d'actes de concurrence déloyale peut obtenir la condamnation du concurrent selon 3 formes de sanctions qui peuvent être ordonnées de manière cumulative dans la mesure où le préjudice n'est réparé qu'une seule fois. La victime pourra se voir attribuer des dommages et intérêts compensatoires du préjudice subi, conformément aux articles 77 et 78 du DOC. Elle pourra obtenir pour l'avenir et sous astreinte la cessation du trouble concurrentiel, c'est le cas notamment en matière de non commercial. Enfin, la publication de la décision aux frais du concurrent afin d'attirer l'attention de la clientèle sur les procédés déloyaux qui ont été utilisés. Voilà ce qu'on peut dire en résumé sur la question de la protection du fonds contre la concurrence déloyale. Nous abordons maintenant un deuxième aspect de cette protection qui nous semble très important, que j'ai intégré dans le cadre de la protection vu son importance et son caractère effectivement protecteur. C'est la protection du fonds de commerce contre
le bailleur des locaux. Alors, très souvent, comme vous le savez, le commerçant n'est pas propriétaire des locaux dans lesquels il exerce son activité. Très souvent, il est simple locataire. Et dans ce cas, il va avoir une sorte de droit de créance vis-à-vis du propriétaire de l'immeuble. Nous avons déjà évoqué ce point en précisant qu'il s'agit d'un droit de créance qui rentre dans le cadre des biens incorporels composant le fonds de commerce. Donc, le législateur, bien entendu, a pris des mesures spécifiques pour assurer une sorte de protection de ce droit de créance et de ce droit au bail, qui est lié en fait à la notion de propriété commerciale. Sur un plan général, le droit au bail trouve sa source dans le contrat de louage entre bailleur et locataire. Contrat qui se matérialise par la rédaction du bail et dont le DAIR formant code des obligations et contrats traite longuement de façon purement supplétive. Les articles 626 et 722 du DOC, mais dans les baux commerciaux comme d'ailleurs dans la plupart des louages immobiliers, la liberté contractuelle est fortement réduite par une législation spéciale impérative dont le but est de protéger le locataire. En effet, si à l'expiration du bail, le bailleur refuse de renouveler ce bail, le commerçant locataire risque de perdre sa clientèle qui généralement est liée à la situation du local. La perte de jouissance des locaux loués pourrait, sinon entraîner la ruine du commerçant locataire, du moins l'exposer à des frais de réinstallation souvent considérables. Donc, pour assurer une protection des commerçants contre le risque d'appauvrissement lié à leur expulsion éventuelle ou à leur perte de leur bail, le DAIR du 18 juillet 2016 a maintenu en leur faveur un véritable droit au renouvellement du bail ou, à défaut, une indemnité d'éviction. Il s'agit ici de la loi numéro 49/16 qui a remplacé le DAIR vieillissant du 24 mai 1955. Alors évidemment, cette loi qui était attendue pendant longtemps a essayé d'apporter une sorte d'assurer une sorte d'équilibre entre le locataire et le bailleur. Il va falloir donc qu'on s'interroge un peu sur le domaine d'application de cette législation sur les baux commerciaux avant de nous poser quelques questions sur son contenu. Alors, première question à laquelle il convient de répondre, c'est de déterminer le champ d'application de cette législation sur les baux commerciaux. Les dispositions de la loi numéro 49/16 que je viens de citer s'appliqueront aux baux des immeubles dans lesquels un fonds est exploité. Le champ d'application du DAIR se définit ainsi en deux propositions. Il doit exister un bail et le locataire doit être propriétaire d'un fonds de commerce, d'industrie ou d'artisanat. Donc, il faut qu'il existe à la base un contrat de bail. Il va falloir s'interroger sur sa nature et son objet. Pour ce qui concerne la nature de ce contrat, l'article 3 du DAIR du 18 juillet 2016, qui a porté promulgation de la loi numéro 49/16, nous dit la chose suivante. Le bail commercial doit faire l'objet d'un contrat écrit
ayant date certaine, avec obligation de réaliser un état descriptif des lieux loués. Les parties à un bail verbal peuvent convenir à tout moment de conclure un contrat conforme à la loi. Le bail commercial doit donc être rédigé dans un acte écrit, ayant date certaine, avec l'obligation d'établir un inventaire des lieux lors de la conclusion du contrat de bail. En outre, le locataire bénéficiera du droit de renouvellement du droit au bail après une période d'occupation des locaux de 2 ans. Dans le cas d'un locataire qui aurait versé une somme d'argent en contrepartie du droit au bail, il sera dispensé de la condition de la durée. C'est-à-dire que sur le plan du principe, il faut établir un acte écrit d'une durée minimum de 2 ans, mais le commerçant qui a, au départ de la conclusion du contrat, aura versé un droit d'entrée qu'on appelle généralement le pas de porte, nous verrons dans quelles conditions, il sera dispensé de cette période de 2 ans. Donc, on constate que la durée de 4 années pour les baux verbaux successifs qui étaient instaurés dans le cadre du Daïr abrogé du 24 mai 1955 n'est plus dans le cadre de la présente loi. C'est-à-dire qu'il faut obligatoirement un acte écrit avec possibilité de régulariser pour les baux verbaux le cas échéant. À la différence du consensualisme adopté par l'ancien régime, comme je l'ai dit, la loi invite de manière expresse les parties à rédiger un écrit sans pour autant préciser les mentions obligatoires qui doivent y figurer, ni de se référer à un contrat type en la matière. Il en découle que le législateur a privilégié la voie d'un formalisme ou une sorte de formalisme modéré qui se limite au principe de l'exigence de l'écrit, tout en laissant à la volonté commune des parties le soin de choisir les clauses qu'ils entendent y transcrire. La jouissance des lieux pendant un minimum de 2 années consécutives est une condition essentielle pour la conclusion du droit au renouvellement. Mais elle constitue également une condition pour rendre applicables les dispositions de la loi numéro 49/16. Auparavant, le locataire devait justifier d'une jouissance consécutive de 2 années en vertu d'un ou plusieurs contrats ou baux écrits successifs, ou de 4 années, ou bien d'un ou plusieurs baux successifs de 4 années quand il s'agit d'un contrat verbal. Ces choses maintenant abrogées, en fait, la loi nouvelle a essayé de clarifier, de mettre un peu plus de transparence dans les relations entre les locataires et les propriétaires. Il y a les contrats qui sont exclus et seront exclus du champ d'application de la loi plusieurs contrats comme le dispose l'article 2 de la loi. Exemple, les baux relatifs aux locaux situés dans un centre commercial géré sous une seule enseigne, ou bien les locaux destinés à recevoir des investissements dans le secteur de l'industrie ou de l'informatique. Sont également exclus du champ d'application de la loi les baux emphytéotiques et les contrats de crédit bail. Le bail commercial doit avoir, comme je l'ai dit, une durée initiale prévue de moins de 10 ans. C'est pour ça d'ailleurs que même par le passé, on parle d'un contrat 369, contrat 369. Parce qu'autrement, si la durée est de plus de 10 ans,
il sera réputé un bail emphytéotique en application et conformément à l'article 121 du Code des droits réels. Et par conséquent, il sera exclu du champ d'application de la nouvelle loi. Quel doit être l'objet? Donc l'objet doit la nature d'abord, et puis l'objet. Eh bien, sur ce point-là, la loi numéro 49/16 s'applique aux baux d'immeubles ou de locaux. Le mot immeuble doit ici être entendu dans le sens d'immeuble bâti. C'est ce qui résulte expressément des dispositions de l'article 1er de la dite loi, qui nous dit la chose suivante. La loi s'applique aux baux d'immeubles ou locaux dans lesquels est exploité un fonds de commerce appartenant à un commerçant, artisan ou industriel, et les baux d'immeubles ou de locaux accessoires où lieu est exploité le fonds de commerce. Donc, en fait, cette loi ne régit pas les locations de terrains nus, par exemple un terrain loué sans aménagement à un exploitant de parc de stationnement. Toutefois, la loi s'applique à ces locations si le preneur édifie sur le terrain nu, avec le consentement du propriétaire, des constructions à usage commercial, industriel ou artisanal. La loi ne régit pas davantage la location de constructions mobiles ou de constructions démontables. En effet, la notion de local exige, d'après la jurisprudence marocaine, fixité et solidité. Il faut noter ici que le caractère mobilier ou immobilier de la construction est essentiellement une question de fait qui doit être résolue en suivant les règles posées par le droit civil. La loi numéro 49/16 a élargi le champ d'application de ces dispositions à certains locaux. Ainsi seront soumis aux dispositions de la présente loi les baux d'immeubles ou de locaux relevant du domaine privé de l'État, sauf ceux relevant de l'utilité publique. Les baux d'immeubles loués par les coopératives, les établissements d'enseignement privés, les cliniques privées, les laboratoires pharmaceutiques et autres organismes assimilés dans le cadre de leurs activités. Il y a des locaux exclus, selon la loi. Je vais vous donner l'essentiel de ces exclusions. Ce sont d'abord les baux d'immeubles constitués en habous, pour des considérations d'ordre social et religieux, et en vue de laisser intact le statut traditionnel de ces fondations pieuses. Ils sont donc exclus. Les baux d'immeubles domaniaux sont également exclus du champ d'application de la nouvelle loi. Les baux relatifs aux immeubles ou locaux entrant dans le domaine public de l'État, des collectivités territoriales, des établissements publics et les baux d'immeubles ou locaux à usage commercial, industriel, artisanal, appartenant au domaine privé de l'État, aux collectivités territoriales ou aux établissements publics si ces biens sont affectés à l'intérêt général. C'est le cas également des baux relatifs aux immeubles ou locaux situés dans les espaces réservés aux projets d'entreprise exerçant leur activité dans les secteurs de l'industrie et des technologies de l'information, réalisés par l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics ou les entreprises détenues par l'État ou une personne de droit public. Troisième type d'exclusion, les baux résultant d'une décision judiciaire. Quatrième exclusion, les baux relatifs aux locaux situés dans des centres commerciaux.
Comme vous le savez, le développement des centres commerciaux a eu pour conséquence sur le plan juridique d'alimenter le débat relatif à la notion du fonds de commerce et plus spécialement sur son élément essentiel qu'est la clientèle. Parce que pour qu'il y ait fonds de commerce, il ne suffit pas que la clientèle existe, comme on l'a vu auparavant, encore faut-il que le commerçant apporte la preuve que celle-ci lui appartienne et lui soit propre et personnelle. En se basant sur cette notion ou ces notions, la jurisprudence constante des tribunaux a persisté à refuser aux exploitants de magasins situés dans des centres commerciaux ou complexes touristiques le bénéfice du statut du bail commercial. La loi 49/16 s'est inscrite dans cette lignée en écartant clairement de son champ d'application les baux d'immeubles ou de locaux situés dans les centres commerciaux. Donc au moins la loi a apporté un éclairage et elle a résolu un problème et a mis fin à un débat qui n'en finissait pas. Les locaux ou les baux d'immeubles exclus du champ d'application de la nouvelle loi restent cependant régis pour l'essentiel par les articles 627 à 699 du DAIR du 12 août 1913 formant code des obligations et contrats. Il faut qu'il y ait un contrat de bail commercial, encore faut-il qu'il y ait une exploitation. Et sur ce point-là, la loi numéro 49/16 était très claire. Elle a subordonné le bail à l'exploitation, l'existence du bail commercial et l'application de la loi, à l'exploitation dans les biens loués d'un fonds de commerce. Que ce fonds appartienne à un commerçant, à un industriel ou à un artisan. Toutefois, cette protection peut être étendue à des baux d'immeubles dans lesquels aucun fonds n'est exploité. Donc, premier point, le principe, c'est l'existence d'un fonds, parce que le principe de la loi elle-même, c'est d'apporter une protection du fonds de commerce, donc de la clientèle. Il s'ensuit que le commerçant qui se borne à exploiter la clientèle d'autrui sera exclu du bénéfice du droit au renouvellement. Dans certains cas, la protection existe malgré l'absence d'un fonds. Elle est étendue, en fait, la protection est étendue à des baux dans lesquels aucun fonds de commerce n'est exploité. C'est le cas notamment des exploitations suivantes. Les locaux accessoires du local principal, à condition que ces locaux soient indispensables à l'exploitation du fonds de commerce et que leur utilisation jointe soit acceptée par le bailleur. Les baux d'immeubles ou de locaux relevant du domaine privé de l'État et les baux des immeubles loués par les coopératives, les cliniques privées, les laboratoires pharmaceutiques et autres organismes assimilés dans le cadre de leurs activités. Les baux d'immeubles ou locaux abritant des établissements d'enseignement, cette protection est accordée quel que soit le caractère d'établissement privé ou public ou religieux ou laïque, lucratif ou non lucratif. Pour terminer, quel est le contenu de la législation sur les baux commerciaux? Mais je vois que ça fait déjà 29 minutes que nous sommes ensemble. Pour ne pas faire des vidéos trop longues, je vais m'arrêter là et je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour parler avec vous du contenu de la législation sur les baux commerciaux, la loi, la fameuse loi numéro 49/16. Je vous remercie. À bientôt.